Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Discuter avec le citoyen. Et nous avons, et pour la 4e fois avec nous, monsieur Khalil Zgendi, qui est journaliste d'investigation. Nous avons en fait précédemment travaillé, ou soit présenté, la première émission sur l'islam ou l'histoire de l'islam en Belgique. Et puis la deuxième émission, nous avons un petit peu parlé de l'implantation du chiisme en Belgique. Et puis en troisième émission, nous avons parlé de l'implantation des frères musulmans en Belgique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'implantation du salafisme en Belgique. Monsieur Khalil Zgendi, bonjour. Bonjour Monsieur Hamouche. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Khalil Zgendi, nous allons commencer par la première question pour que les auditeurs et les auditrices ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent puissent bien comprendre en tout cas sur quel sujet et puis alors le contenu dans lequel en fait nous travaillons aujourd'hui. C'est quoi, selon vous, votre définition du salafisme? Comment le définir? Alors, le salafisme, c'est un terme arabe qui veut dire les précédents, ceux qui ont précédé, c'est-à-dire les premiers musulmans. Le mot salaf veut dire les précédents, les pionniers, les premiers. C'est-à-dire, c'est les premiers compagnons du prophète et le premier État islamique qui a été créé donc autour de la naissance même de l'islam. Ça, c'est le salafisme. Au salafisme, bien sûr, vient se greffer aussi le khalaf. Le khalaf, c'est les successeurs. Donc il y a le salaf et le khalaf. Les successeurs, ça veut dire que ce sont toutes les dynasties qui se sont succédées depuis le premier État islamique, l'État omeyyade, jusqu'à nos jours, on peut parler de khalaf. D'où vient d'ailleurs le mot khalifa qui veut dire successeur. Successeur. Voilà, ça c'est le salafisme. Et une chose importante, c'est que le khalaf, en tant que succession du message prophétique, c'est quelque chose qui est tout à fait courant chez les musulmans. En contrepartie, donc en revanche, le mot khalifa est un mot qui n'existe ni dans le Coran ni dans le Sunna. Parce qu'à aucun moment, Dieu, dans le Coran, n'a indiqué qu'il fallait un successeur au prophète. Ça n'existe pas dans le Coran. Donc le mot khalifa n'existe pas. Le prophète lui-même n'a jamais demandé à ce que quelqu'un lui succède. Parce que c'est vraiment une aberration de dire qu'un tel a succédé au prophète, parce que le prophète est le dernier des prophètes, et donc son message est le dernier des messages, et donc il n'y a pas de successeur au prophète. Et donc c'est une aberration, c'est une ineptie que d'avoir introduit le mot khalifa en l'attachant, je dirais, à la notion de la succession du prophète. Donc ça n'existe pas. Donc c'est un mot qui est étranger au Coran et à la Sunna. Et c'est un mot qui a été inventé pour donner une certaine légitimité à tous les dirigeants qui sont venus après le prophète pour se donner une légitimité, c'est-à-dire, et ça continue jusqu'aujourd'hui, tel roi ou tel prince ou telle personnalité se revendique de la succession et de la famille du prophète, alors qu'il n'en est strictement rien au niveau de l'orthodoxie musulmane, c'est-à-dire du livre saint et de la sunna. Ok. En Belgique, vu que nous avons traité plusieurs courants idéologiques, etc. en Belgique, nous allons parler aujourd'hui de la Belgique. Depuis quand le salafisme a commencé à se propager en Belgique, selon vous? Le salafisme a commencé avec l'arrivée de l'immigration musulmane en Belgique. Il n'était pas dit chez les Saoudiens ou écrit qu'il fallait s'installer ici en Belgique parce qu'il y a l'immigration musulmane qui est marocaine et turque en grande partie. Donc il n'était pas planifié chez les Saoudiens de faire en sorte que leur présence en Belgique coïncide avec l'arrivée des immigrés. C'est une coïncidence de l'histoire. Et donc le salafisme a commencé au début des années 1960 avec l'arrivée, bien sûr,
je dirais, du wahhabisme en Belgique, via la création du Centre islamique en 1967 en Belgique, qui est maintenant installé au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. C'est de là que ça a commencé. Et puis sont venus se greffer autour de ce centre la mission qui a été donnée par la Belgique, par le gouvernement belge et par le roi des Belges au directeur du Centre islamique de gérer la gestion de l'islam, la gestion du temporel du culte. La reconnaissance de l'islam est venue dans ces entrefaits, et donc il s'est installé vraiment au début des années 60 et jusqu'à 1967, où il a commencé à avoir un certain recul. On parle beaucoup dans les médias, et on parle beaucoup en tout cas dans pas mal de débats, pas mal de journées de rencontres récemment depuis les attentats, en tout cas du 22 mars et puis les attentats de Paris, du salafisme. Et alors on met le lien entre le salafisme et le radicalisme. Quel est le lien que vous pourriez-vous faire entre le salafisme et le radicalisme en Belgique ? Alors, le salafisme, tel qu'il a été implanté en Belgique et tel qu'il a toujours existé, est une doctrine wahhabite, c'est-à-dire c'est celui qu'on a appelé au XVIIIe siècle, je dirais, le père du wahhabisme, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fondateur du wahhabisme, qui a d'ailleurs suivi toute sa formation, paradoxalement, en Iran, à Ispahan, à Qom, etc. Et aussi en partie à Basra, mais c'est des chiites, donc paradoxalement, c'est quelqu'un qui se proclame du sunnisme et qui a suivi toute sa formation en Iran vers le milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire il est né en 1703. Il est né dans un petit village qui s'appelle El Aïna, qui se trouve à Najd, au Hijaz, qui est un village de frustes bédouins qui n'ont pas énormément de connaissances culturelles, de connaissances théologiques. Et donc, son père, évidemment, Mohammed, donc le père du fondateur du wahhabisme, son père Mohammed était un imam dans ce village, et c'est lui qui a formé son fils avant de l'envoyer poursuivre sa formation, donc un peu dans un certain nombre de pays, notamment en Iran et en Irak, à Basra, al-Basra. C'est là qu'il a suivi au prix du Coran chiite, je le répète encore. Ça, c'est les livres de l'histoire qui nous l'apprennent. Et donc, cette doctrine, c'est une doctrine qui a été donc promue par Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui s'est attachée de manière tout à fait particulière à la littéralité de la lecture du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire de la non-contextualisation des textes. Voilà, donc appliquer les textes tels qu'ils sont écrits dans le Coran sans expliquer ou comprendre le pourquoi de la révélation de tel ou de tel texte, dans quel contexte il a été révélé, etc. Et aujourd'hui, chez nos jeunes, en fait, le lien en tout cas pour essayer de faire comprendre et d'expliquer en tout cas à ceux qui nous suivent sur l'antenne, le lien qu'il y a entre le salafisme et le radicalisme actuellement. Alors voilà, donc le salafisme, pour donner des exemples, il prône dans sa doctrine que la place de la femme, elle est dans la soumission à l'homme. On le voit avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, la femme ne peut pas conduire, la femme ne peut pas voyager que s'il est accompagné de son frère, de son mari ou de son père. La femme ne peut pas commercer, etc. Donc la place de la femme, c'est la procréation, et c'est pour assurer le service de l'homme et son plaisir. Ça, c'est par rapport à la femme. Ça, c'est la première. Le deuxième, par exemple, par rapport à l'héritage aussi. Donc, il y a un débat autour de l'héritage, mais là-bas, ça freine directement quand il s'agit de réviser ou de faire de l'ijtihad par rapport à l'héritage. La polygamie, n'en parlons pas, elle est établie de manière définitive dans cette doctrine, c'est-à-dire que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes, etc. Donc, la place de la femme, elle est celle-là. Le témoignage d'une femme n'est valable que s'il y a 2 femmes qui témoignent pour un homme,
C'est-à-dire que si vous avez besoin de 2 témoins, équivalent à un homme, il faut un homme et 2 femmes pour témoigner. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui conduisent des avions, qu'il y a des femmes qui sont juges, qui condamnent même des hommes, paradoxalement, lorsqu'ils commettent des délits. Et donc là, à l'Arabie Saoudite et chez les Wahhabites, aujourd'hui encore, et les pays qui suivent cette doctrine, comme le Qatar, le Koweït, etc., la place de la femme, elle est celle-là. Alors, qui seront, selon vous, M. Khalid Zguindi, les facteurs, en tout cas, principaux qui poussent les jeunes, ou les jeunes d'ici, par exemple, en Belgique, à suivre, en tout cas, ou à se radicaliser? Alors, ce sont les Wahhabites d'Arabie Saoudite qui ont pris le pouvoir ici en Belgique dans les années 60, 70 et 80 dans quasiment toutes les mosquées de Belgique. Quasiment toutes les mosquées qui avaient été créées en grande partie par les deniers des premiers immigrés, mais les Saoudiens, via le Centre islamique et la Ligue islamique mondiale, ont financé, ont donné des subventions importantes venant de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït et d'autres pays du Golfe pour financer et acheter la soumission des imams et des comités qui géraient ces mosquées-là. Et à côté de ces mosquées, il y a eu donc le financement aussi de la création d'écoles pour les enfants des immigrés musulmans, d'écoles coraniques. On peut dire ça clairement, l'école coranique, ce ne sont pas des écoles pour apprendre le Coran, ou pour apprendre le hadith, ou pour apprendre l'histoire de l'islam, mais c'est des écoles pour apprendre le Coran, mais avec la version wahhabite, comme je viens de le dire, par rapport à la place de la femme, par rapport au takfirisme, c'est-à-dire de faire sortir quelqu'un de l'islam pour un oui ou pour un non, de l'apostasie, c'est-à-dire de l'autorisation qu'ont donnée aux musulmans de tuer quelqu'un qui sort de la religion musulmane, de la place des juifs qui sont dans la doctrine wahhabite. Je précise bien, des personnes et un peuple qui est un peuple cité dans la doctrine wahhabite comme un peuple félon, un peuple de traîtres, un peuple de roublards. Donc ça, c'est vraiment ce qui se trouve dans... Et c'est cet enseignement-là qui a été véhiculé dans les écoles coraniques à nos enfants. Depuis les années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui encore, dans les écoles coraniques. Donc voilà d'où vient le radicalisme de l'esprit. Donc les salafistes wahhabites qui ont pris en charge de manière financière importante la gestion des mosquées et des écoles coraniques ont formaté nos imams et les formé à ce genre de discours, et aussi les enseignants des écoles coraniques. Et donc les enfants qui grandissent dans cet enseignement-là partent avec cette idée. Et alors après, lorsque les djihadistes qui sont apparus il y a à peu près une quinzaine d'années avec la guerre d'Afghanistan, etc., en Algérie aussi avec l'apparition du JIA, et qui ont reflué vers la Belgique, ont trouvé le terrain très favorable pour parler aux jeunes. Et quelle est la fibre sensible sur laquelle ont joué ces djihadistes qui se proclament aussi du salafisme parce qu'ils ont été formés également en Arabie Saoudite? Eh bien, c'est la fibre de la place de la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disaient aux jeunes? Ben, vous voyez, cette société, elle est en train de pervertir vos sœurs, de pervertir vos femmes, de vous enlever le pouvoir qui est donné par Dieu à l'homme sur la sœur, sur la femme. Et donc cette société, il faut la rejeter, parce qu'elle est en train de vous enlever cette autorité, ce pouvoir que Dieu vous a donné sur vos épouses, sur vos sœurs et sur vos femmes et sur vos mères aussi. Et donc, voilà comment est-ce qu'on a formaté l'esprit des jeunes pour les rendre hostiles et opposés aux valeurs qui sont prônées par la société occidentale, qui sont des valeurs d'égalité, des valeurs de respect de la femme, etc., etc. Et donc c'est là, c'est-à-dire que les salafistes, et après les frères musulmans qui ont également promu ce genre de discours auprès des jeunes, ils ont balisé le terrain. Et les djihadistes qui sont venus pour recruter,
ils ont trouvé un terrain tout à fait propice, préparé, balisé, pour recruter les jeunes sur base de ce discours. Et les recruteurs qui recrutent, en tout cas pour le djihad, quelles sont les techniques utilisées par ces recruteurs, en fait, M. Khalid Zgendi? Alors, les recruteurs, au-delà du fait qu'ils jouent sur la fibre de la place de l'homme au foyer, etc., par rapport à la libération, à l'émancipation des femmes ici en Europe, ils ont joué également sur ce que les jeunes ressentent comme étant un rejet qu'ils vivent au sein de cette société. Par exemple, le délit de faciès, les problèmes de l'emploi, qu'ils ne trouvent pas facilement, même lorsqu'ils sont diplômés, etc. Beaucoup de jeunes qui ont commis un certain nombre d'actes délictueux, de petites délinquances, qui ont fait de la prison, mais qui ont été pris en charge dans les prisons par un certain nombre de ces personnes-là, dans les prisons, donc qui les ont encadrés, etc. Donc il y a aussi une sorte de recrutement dans le prison. Il y a des recrutements ou des pré-recrutements dans les prisons. Les jeunes, en tout cas, qui ont fait parfois les centres fermés de la jeunesse également, ont eu des contacts avec ce genre de personnages. Et on les voit aussi autour des mosquées, qui rencontrent des jeunes, et qui font des discussions avec eux dans la rue même, sur les trottoirs, etc., pour essayer de les recruter à travers le discours, mais également pour essayer de leur donner ce que les jeunes considèrent comme étant un déni par rapport à la place qu'ils doivent avoir dans la société belge, c'est-à-dire une reconnaissance. Un jeune qui ne connaît pratiquement rien à la religion est tout de suite promu comme dirigeant un autre groupe de jeunes, parfois comme imam, envoyé à une formation pour pouvoir, je dirais, acquérir un bagage qui lui donne une autorité sur d'autres jeunes, etc. Et on le voit avec les jeunes qui partent, par exemple, en Syrie. C'est tout de suite comme ça qu'on les prend, c'est-à-dire un jeune qui commence à faire le coup de feu en Syrie, il est tout de suite promu comme responsable d'une katiba, c'est-à-dire d'une phalange, et comme Abaoud et compagnie, qui n'y connaît rien à l'islam, etc. Et donc on leur donne ce semblant de reconnaissance qu'ils n'ont pas trouvé dans la société dans laquelle on vit. Alors il y a aussi des problèmes familiaux. La plupart des jeunes qui ont sombré dans ce genre de radicalisme sont des jeunes aussi qui proviennent de familles déstructurées, des familles monoparentales, dont la maman n'arrive pas à encadrer ce jeune, parfois des pères aussi qui ne sont pas très responsables de leur progéniture, ou qui ont eux-mêmes des difficultés à pouvoir se situer dans la société, et des pères aussi qui ont perdu leur statut, entre guillemets, d'autorité au sein du foyer, et donc ils se trouvent diminués de leur statut. Et donc ces jeunes qui ont vécu dans ce milieu familial déstructuré, cassé, brisé, on joue aussi sur ça. Les recruteurs jouent aussi sur ça. Et puis après viennent les techniques directes, c'est-à-dire vient l'Internet, vient le recrutement par l'octroi de billets, par l'octroi de moyens financiers, par l'octroi de voitures, par l'octroi de moyens qui permettent à un jeune de retrouver quelque part une place dans la société qui lui donne l'illusion d'une reconnaissance et d'une autorité. Voilà comment on recrute. Mais comment se fait-il, M. Khalid Zgendi, par exemple, qu'ici en Belgique, on sait très bien qu'on a quand même pas mal d'organisations, d'associations, d'institutions qui travaillent dans le cadre, en tout cas, de l'accompagnement pour justement les gens qui ont des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes, etc. Donc comment se fait-il que ces institutions, ces organisations n'ont pas pu justement voir les problèmes chez les jeunes qui se radicalisent et remédier, soit faire de la prévention pour essayer justement de les accompagner afin de tomber entre les mains des recruteurs? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que déjà depuis pas mal de temps, depuis des années, les pouvoirs publics
ont soutenu un certain nombre d'AMO, d'associations qui travaillent sur le terrain, pour leur permettre de travailler, je dirais, à la réinsertion d'un certain nombre de jeunes qui décrochent au niveau de l'école, qui décrochent au niveau de la société, qui sombrent dans la délinquance, dans la petite criminalité, etc. Le problème, c'est que le personnel, en grande partie, n'a pas reçu la formation nécessaire pour pouvoir faire face à ces situations que vivent les jeunes. Voilà. Donc, la situation de l'échec scolaire, la situation de la délinquance, etc. Il y a eu beaucoup aussi, et malheureusement il faut le dire, il y a eu beaucoup de clientélisme dans le chef d'un certain nombre de pouvoirs publics, qu'ils soient communaux, régionaux, ou même au niveau des communautés, surtout au niveau de la communauté française, où les engagements se sont faits parfois sur base du clientélisme électoral, du clientélisme politique, et paradoxalement, beaucoup de ces animateurs ou de ces encadreurs de jeunes qui s'étaient retrouvés à l'époque à la tête de ces associations ou à la tête de ces structures semi-publiques pour encadrer ces jeunes, se sont plus tard retrouvés comme députés, comme échevins, comme conseillers communaux. Et donc, finalement, on a beaucoup travaillé sur le recrutement à cette époque-là, non pas des gens qui vont s'occuper des jeunes, mais de futurs cadres qui vont travailler pour la promotion des partis politiques. On l'a vu à Molenbeek, on l'a vu dans d'autres communes, comme par exemple à Scarbeck, comme même à Bruxelles-Mille et ailleurs. Et donc, malheureusement, ce personnel-là, c'est un personnel depuis le FIPI en 1991, avec l'argent qui a été octroyé aux associations, etc. On a vu que beaucoup de gens qui sont maintenant, qui occupent maintenant des fonctions de députés, etc., provenaient de ces milieux, de cette jeunesse-là, mais ils ont bien sûr bondi sur cette opportunité pour aborder leur carrière politique. Et on le voit maintenant parmi les échevins qui sont à Bruxelles-Ville, à Saint-Gilles, à Molenbeek, etc. Et donc on le voit, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et donc il y a eu un dévoiement des objectifs fixés par les cahiers de charges qui avaient été mis en place par les pouvoirs publics vers une récupération de ces acteurs pour un travail politique de collage d'affiches, etc., etc. Ok, supposons peut-être que les associations, les organisations, les AIMO, les services d'aide à la jeunesse, etc., n'ont pas été au top justement pour accompagner ces jeunes et les sauver en tout cas de ce problème de radicalisation. Mais il y a de l'autre côté aussi les services sécuritaires spécialisés en Belgique, les services le fédéral, etc., qui doivent quelque part aussi intervenir normalement pour essayer justement d'empêcher en tout cas ce fléau soit propagé. Voilà. Donc quand vous voyez par exemple, pour revenir juste 2 secondes sur ce dévoiement des objectifs fixés au départ dans le domaine de l'encadrement des jeunes, médiation scolaire, médiation sociale, etc., AMO, services d'aide à la jeunesse, etc., qui sont des services officiels. Alors je reviens maintenant, je m'excuse, mais on ne doit plus parler maintenant en termes de langue de bois. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ces personnes-là ont des choses à nous dire pour défendre un peu leur gagne-pain. Ils n'ont qu'à nous contacter, il n'y a aucun problème. Mais par rapport aux services de sécurité, alors il y a une pauvreté énorme au niveau du personnel. Je connais un peu le milieu. Jusqu'à un certain moment, jusqu'à il y a 10 ans, les gens qui travaillaient au niveau du terrain, par rapport aux sécuritaires, il y avait 2-3 personnes qui travaillaient sur le terrain, à ce niveau-là, il y a 10-15 ans. Il y avait, on les connaît, les gens qui travaillent sur ces dossiers-là, ils les connaissent. Il y avait Grignard, il y avait Macaris, et puis il y avait deux autres personnes qui travaillent à ce niveau-là. Je ne parle pas des gens qui travaillent comme personnel assis, mais comme personnel de terrain. Donc il y a une pauvreté énorme pour faire face à ces problèmes-là, au niveau de la sécurité, au niveau de l'intégrisme musulman, au niveau du fondamentalisme et au niveau du djihadisme. Il n'y a que très récemment que les pouvoirs publics ont commencé à prendre conscience
vraiment de la pauvreté en termes de personnel et surtout de moyens financiers, etc., dans le domaine de ces structures et de ces services-là. Et je ne sais pas maintenant ce qui se passe par rapport au pouvoir public et est-ce qu'ils ont la volonté réelle de doter les personnes, les structures et les services qui travaillent au niveau de la déradicalisation sécuritaire. Je ne parle pas de la déradicalisation préventive auprès des communes, etc., mais auprès du parquet, du procureur du roi, auprès des services de la police fédérale. Il y a une pauvreté énorme. Il n'y a pas de personnel qui travaille sur le terrain. Encore moins, il n'y a pas, je dirais, d'un travail de recrutement de personnes de terrain. On va parler clairement de personnes qui peuvent aider les services policiers sur le terrain pour infiltrer les groupes salafistes, les groupes radicaux. Il n'y en a pas. Cette politique n'existe pas. Par contre, par exemple, si on peut ouvrir une parenthèse, c'est une politique qui a permis au Maroc d'éviter énormément de tentatives de déstabilisation et d'attentats contre des intérêts publics et l'intégrité des personnes et des biens, parce qu'on travaille sur l'humain. Or ici, le travail sur l'humain dans les quartiers externes n'existe pas. Or, c'est ce travail-là qui doit être fait. Là, il y a une pauvreté énorme. Je ne sais pas ce que les pouvoirs publics sont occupés aujourd'hui à faire, mais ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est travailler sur un recrutement massif d'un certain nombre de personnes qui sont maintenant liées à des communes, qu'on appelle monsieur ou madame radicalisation, qui sont des personnes qui ne sont pas formées pour ce travail-là. Ou alors, au recyclage de ces mêmes personnes qui travaillent dans les AMO, qui travaillent dans les communes, etc., pour leur donner une formation complémentaire à leur travail de prévenir le décrochage scolaire. Est-ce que c'est suffisant, M. Khalil? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, ce personnel n'est pas formé, et parce que ce personnel, maintenant, n'a pas les outils et n'a pas les définitions qu'il faut. La connaissance nécessaire. La connaissance nécessaire et les définitions qu'il faut, d'abord de la radicalisation et de la radicalité. Chacun fait de l'exégète dans sa commune, dans son service, pour essayer de comprendre ce que c'est que le phénomène de la radicalisation, etc. Mais personne n'est à même aujourd'hui de déterminer ou de définir ce que c'est que la radicalisation, comment elle se produit, par quel biais, etc. Justement, par rapport aux familles, comment se fait-il que la plupart des familles ont été surprises, en tout cas par la radicalisation et le départ au djihad de leurs enfants? Alors, il y a deux sortes de familles. Il y a les familles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des familles déstructurées, brisées, qui n'ont pas beaucoup de prise sur l'éducation des enfants. On le voit avec certaines mamans, ici à Molenbeek et ailleurs, voilà, qui se sont retrouvées complètement démunies. Leurs enfants ont d'abord touché à la petite délinquance, à l'enfermement, parfois à la prison, etc. Et donc, c'est des enfants qui avaient pris, c'est-à-dire un certain pouvoir, une certaine autorité sur leur famille, sur leur maman, parfois aussi sur le père qui n'a plus de statut et d'autorité sur eux, etc. Donc là, ces familles-là, ils ont quelque part cette excuse. Il y a d'autres familles qui sont des familles bien, je dirais, bien à l'aise au niveau intellectuel, etc., mais qui ont été surprises par l'intrusion dans leur milieu familial d'éléments qui ont recruté leur famille. Des mamans qui sont venues raconter qu'ils ont même hébergé pendant quelques mois, chez eux, à la maison, des jeunes qui venaient avec leur fils, qui au départ n'était pas du tout radicalisé, un jeune qui faisait des bonnes études, tu vois, qui se voyait dans un avenir tout à fait prometteur, et du jour au lendemain, il s'amène avec, qui porte une, je sais pas moi, une sorte de djellaba à l'afghan, de bonnet à l'afghan, et même de sarwal, tu vois, patchoun, et donc voilà. Et ses parents, moi je ne sais pas comment il se fait que ses parents, je n'ai pas d'explication, n'ont pas compris, alors que leur fils commençait à changer son discours,
par rapport même à la maman, par rapport aux sœurs, etc. Comment pendant un certain nombre de mois, voire même d'années, ils n'ont pas vu venir cette radicalisation qui se préparait chez eux à la maison. Là, c'est un travail, je crois, qu'il va falloir mener à tête reposée pour bien comprendre pourquoi ces parents, qui sont des parents à l'aise financièrement, parfois ce sont des parents qui travaillent dans des structures universitaires, qui sont des parents qui sont très instruits, n'ont pas vu venir cette radicalisation qui est rentrée chez eux comme la télévision peut rentrer chez toi. Et donc ce n'est pas uniquement par Internet que leurs enfants ont été radicalisés, mais c'est par l'accueil même de jeunes qui ont pratiquement squatté ou partagé la chambre de leur fils. Le gouvernement en fait, a pris des mesures, en tout cas depuis les derniers attentats, pour débloquer en tout cas les budgets nécessaires justement, et mener aussi des mesures adéquates pour justement lutter contre la radicalisation des jeunes. Est-ce qu'en fait les réponses actuelles du gouvernement sont à la hauteur en tout cas du danger? Non, parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas de répondre simplement à chaud à une menace, je dirais, imminente. Il faut le faire. Il faut que la police, d'ailleurs, et l'armée, et les structures des parquets, etc., et les services sécuritaires font actuellement, et que je salue, et que nous saluons de cette tribune, de cette possibilité qui nous est donnée aujourd'hui de l'exprimer. Ce qu'il faut, c'est se pencher d'abord sur l'analyse approfondie du phénomène, ce qui n'est pas fait. On est en train de travailler sur les conséquences, à chaud, en urgence, ce qu'il faudrait faire. Alors il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui sont introduits pour expliquer à leur façon le phénomène, le pourquoi du comment, etc. Mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est partir de cas de jeunes qui sont partis, qui sont aujourd'hui dans les prisons, qui sont revenus et qui sont pris en charge par un certain nombre de services, ou qui sont peut-être radicalisés et qu'on a bloqués ici, pour ne pas partir. Il faut partir de cas précis pour savoir pourquoi le mécanisme et le processus qui a permis à ces jeunes, ou qui a donné à ces jeunes la voie vers la radicalisation. Il faut faire ce travail. Si on ne le fait pas, on va travailler sur des théoriques. Il faut aussi investiguer et approfondir avec les familles dont je viens de parler et qui n'ont pas vu venir cette radicalisation. Il faut travailler, il faut prendre le temps, tout en faisant tout pour protéger la population sur le plan sécuritaire, mais la prévention ne peut fonctionner qu'à partir de ce genre de données, de cette analyse qu'il va falloir faire aujourd'hui sur des cas précis. Interroger, investiguer et approfondir le pourquoi. Parce que chaque cas, il faut l'analyser de manière particulière et de manière isolée des autres cas. Il y a pas mal d'associations, en tout cas, qui ont vu le jour récemment. Donc, l'association des parents concernés, votre association aussi, l'initiative citoyenne de l'islam de Belgique. Il y a d'autres initiatives, en tout cas, qui sont en train de se développer et grandir, etc. Est-ce que c'est pas suffisant, justement, pour, en tout cas, trouver des solutions, soit participer à solutionner, en tout cas, ce problème de radicalisme chez les jeunes? Je pense, et je dois saluer aussi Madame Ben Ali de Save Belgium, Madame Géraldine Hanneguin aussi des parents concernés, Madame Lout, et pour tout le travail qu'ils font sur le terrain après avoir perdu eux-mêmes leurs fils et leurs enfants en Syrie. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut outiller ces parents pour que leur travail qu'ils effectuent aujourd'hui dans les écoles ne soit pas un travail qui est basé beaucoup plus sur l'émotionnel, sur le vécu. C'est important d'expliquer leur propre cas à eux. Mais le cas d'une maman n'est pas le cas d'une autre maman. Il faut maintenant unifier.
il faut rendre cohérent toutes ces situations de manière à avoir des outils pédagogiques établis pour outiller tous ceux qui travaillent sur le terrain. Mais qui peut faire ce travail Ce travail, ce les sont structures musulmanes, le ministère de la Justice, c'est le ministre de la Justice oui. en partie, mais ce sont aussi les communautés et les régions. Les ministères des communautés qui ont dans leurs moyens et dans leurs compétences la prévention, les centres fermés, etc. Le ministre aussi de la Justice par rapport aux prisons. Le ministre donc il faut quelque part initier une commission interministérielle composée de ces ministères et donner à des personnes qui ont des capacités, je dirais, très très aiguës, très pointues au niveau de la recherche action surtout. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Donc les efforts sont... Aujourd'hui, les chercheurs sont en train d'essayer de faire des recherches tout seuls. Et il faut mêler aussi dans cette réflexion les imams, les enseignants de religion islamique. Il faut une dynamique qui mêle tous les acteurs concernés, les parents et les jeunes aussi qui ont été là-bas, et de mener un travail pour mettre le doigt sur les mécanismes et les processus qui conduisent à la radicalisation. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir, en tout cas de l'islam en Belgique? Je ne vois rien venir de tout ça, de tout ce qu'on vient de discuter maintenant, de tout ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on est parti, comme les autorités belges nous ont habitués à faire par le passé, à travailler sur l'urgence, à recruter, à envoyer des gens comme si on envoie des chasseurs dans une jungle sans fusil, tu vois, et sans battu. Donc, voilà, moi je connais un certain nombre de monsieur radicalisation, des gens qui travaillent sur la radicalisation, qui aujourd'hui sont complètement démunis par rapport au travail qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de coordination entre tous ces services-là, même au niveau communal. Chaque commune travaille séparément de l'autre. Ces services-là n'ont pas accès au judiciaire. Ah oui, parce que le judiciaire travaille séparément. La prévention, les communes, les régions travaillent de leur côté, mais le judiciaire travaille aussi de son côté. On le comprend, la sécurité aussi. Donc il faut essayer de mettre tout ça en commun, tout à ce qu'on reconnaisse à chaque service la spécificité de son travail en particulier. Les sécuritaires doivent travailler sur le sécuritaire, la prévention doit travailler sur la prévention, je dirais la pédagogie doit travailler au niveau de la pédagogie, les imams doivent travailler aussi à leur niveau, au niveau de la religion, mais il faut à un moment donné mettre en commun tout ça. Mais est-ce que vous avez essayé au moins d'écrire, par exemple, dans le cadre de votre association, les ESIB, par exemple, ce genre de plan d'action au ministre de la Justice ou à d'autres organisations, justement pour essayer de remédier, ou soit peut-être de vous rencontrer, pour essayer de discuter avec vous ce plan d'action qui peut être intéressant? Mais malheureusement, on a pris des contacts avec un certain nombre de ministères, notamment avec la région bruxelloise. Seuls 2 ministres nous ont reçus. On a discuté avec... on n'a pas rencontré le ministre lui-même. Il était occupé ce jour-là. On a rencontré des collaborateurs à lui. On leur a fait des propositions dans ce sens-là. Et l'une des propositions, et qui va dans le sens de ce que je viens d'expliquer, c'est de dresser ce que nous avions comme projet, ou que nous avons toujours pour projet de faire, de dresser une sorte de cartographie de l'islam de Belgique. Qui fait quoi? Oui. Au niveau des mosquées, au niveau des associations, des écoles coraniques, et aussi la filiation de toutes ces structures par rapport au régime étranger. Qui finance qui dépend de qui, etc. Parce qu'à partir de ce travail-là, on peut arriver dans un premier temps à savoir qui dirige quoi et qui dirige qui. Et vous avez les outils, le catalyseur physique pour réaliser ça? Nous avons demandé au ministre de soutenir cette proposition qui est un premier pas vers le travail qui doit aller plus loin et qui doit réunir l'ensemble
sur cette base de cette cartographie, l'ensemble, nous voulions le faire donc avec un centre de l'ULB, un centre de recherche de l'ULB qui donc avait donné son accord, mais malheureusement il y a eu coup de suite de la part du cabinet, et donc c'est tombé maintenant à l'eau. Vous avez essayé de le relancer, non? On a essayé de le relancer, mais sans suite. Nous avons envoyé donc un avant-projet de ce projet de cartographie, et nous n'avons reçu aucune réponse, ni même un accusé de réception de la part du... Voilà. Bien sûr, nous ne désespérons pas de continuer à taper à toutes les portes, mais le problème, c'est que on veut travailler sur l'urgence, on veut travailler sur tout ce qui fait spectacle, tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est capsule d'explication du Coran, etc., pour médiatiser, je dirais, l'action des ministères, pour médiatiser l'action des pouvoirs publics. Mais malheureusement, sur le fond de la question, il n'y a pas de prise de conscience jusqu'à aujourd'hui dans le chef des pouvoirs politiques pour le faire. Madame, Monsieur, nous arrivons à terme de notre émission et on remercie Monsieur Khalid Zguendi de nous avoir enrichi comme d'habitude et partagé pas mal d'informations. Nous avons traité la question du salafisme aujourd'hui en Belgique et nous vous laissons ici pour la prochaine émission la semaine prochaine.